je vais en profiter pour vous poser une première question collégiale, à savoir, suite à la projection de ce documentaire, est-ce que vous aussi, vous avez eu des retours, des mails, des premières réactions? Alors, on va peut-être commencer avec Monsieur Juillet. Alors, Monsieur Juillet, c'était un petit peu particulier puisque vous aviez déjà fait cette interview dans Paris Match qui était paru samedi. Donc, Oui. je pense que vous, bien en amont, déjà, vous avez eu des retours quant au documentaire. Oui, bah, si vous voulez, d'une part, le fait que j'ai été interviewé pour Paris Match, donc que j'ai donné un certain nombre d'idées ou de points, mon point de vue, si vous voulez, dans Paris Match, a fait que ça a fait réagir un certain nombre de gens Ouais. qui, certains ont été surpris que je me retrouve dans ce type de problème, mais d'autres, par contre, ont été intéressés en disant, mais tiens, si tu t'y intéresses, c'est probablement qu'il faut regarder d'un peu plus près ce que c'est. Et puis, il y en a d'autres qui étaient ravis, c'est ceux qui sont déjà convaincus et qui m'ont dit, ah ben, c'est bien, tu rejoins ceux qui pensent qu'il y a quelque chose, donc c'est bien. Donc, globalement, je peux dire que globalement, c'est bien. Voilà. Il faut admettre que je pense que Dominique ne pouvait pas rêver meilleur ambassadeur pour annoncer le documentaire que cette interview dans Paris Match samedi. Mmh. Oui, bah ça, c'est-à-dire que lui m'a proposé effectivement de parler avec le journaliste de Paris Match, et puis et effectivement, il y a eu, on s'est bien compris avec le journaliste, et je crois qu'il a fait un interview qui est pas mal, effectivement, et qui résume assez bien ce que je pense. Donc, moi, c'est ça en plus qui m'intéresse, c'est que ça n'a pas été déformé par rapport à ce que je pense sur un sujet qui est toujours délicat parce qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui ont du mal à admettre, à comprendre tout ce qui peut amener à penser à ce qu'on est en train de discuter et d'expliquer. Alors, on va rappeler d'ailleurs que le journaliste de Paris Match, c'est David Ramasseul qui a fait l'interview. C'est lui qui s'occupe effectivement de tous ces sujets dans Match et depuis longtemps. Donc, on connaît la qualité du travail de David Ramasseul. Et effectivement, je pense qu'il a fait une interview d'excellente qualité sans déformer vos propos et sans en rajouter. C'était une interview vraiment d'excellente qualité. Alors, ce qui est étonnant, Monsieur Juillet, c'est de vous voir vous exprimer sur les phénomènes aériens non identifiés, puisqu'on vous connaît quand même beaucoup plus de par le fait que vous étiez ancien directeur de la DGSE, mais surtout comme un des meilleurs spécialistes français de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence économique. Oui, alors, mais tout ça, si vous voulez, en réalité, c'est une... Moi, pour ceux qui me connaissent, c'est pas si surprenant que ça. D'ailleurs, je connais certains intervenants de ce soir, parce que moi, personnellement, les premiers qui m'ont attiré l'attention sur ces phénomènes mal identifiés ou non identifiés, si vous voulez, on en a parlé tout à l'heure, c'est les gens de l'association 3AF, avec qui, dans les années 2004-2005, quand j'étais à l'intelligence économique, on avait pu échanger. Moi, je parlais, au départ, on était parti sur d'autres problèmes, à savoir des problèmes aériens, de problèmes actuellement du développement dans l'espace de l'aéronautique. Et puis, on avait débouché sur, effectivement, ils avaient attiré mon attention sur un certain nombre de problèmes non identifiés, mais qui, moi, ce que j'ai remarqué, si vous voulez, ensuite, au fur et à mesure, c'est qu'avec le nombre d'informations qui arrivaient de partout, avec les études lancées par les différents gouvernements, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en définitive, ce qui paraissait une réalité un peu fumeuse est devenu de plus en plus une réalité qui s'appuyait sur des faits de moins en moins discutables, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est cette réalité crédible, si vous voulez, qui fait que on rentre aujourd'hui dans une époque où effectivement, bien, on ne peut pas nier le problème, on ne peut pas jeter ce problème-là dehors en disant mais non, c'est des fumisteries, c'est des visions de professeurs tournesol, attention, danger. Et moi, pour moi, c'est le premier point. Et le deuxième que je voudrais dire, c'est que une chose aussi que j'ai faite, parce que là, moi, je suis un homme du renseignement, et j'ai appris une chose dans ma vie dans le renseignement, c'est que un secret ne reste jamais un secret longtemps. Alors, on dit toujours, les philosophes disaient, dès que deux personnes partagent un secret, ce n'est plus un secret. Mais pour aller plus loin et plus vite, il est évident que aujourd'hui, il est impossible au niveau mondial, il est impossible de garder un secret, allez, 10, 20 ans, c'est absolument impossible. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui parle, il y a une information qui sort, alors certes, partielle, mais suffisamment
complète, si vous voulez, même si elle est partielle, pour qu'on puisse, pour des professionnels, en déduire tout un certain nombre de choses. Or, ce que je constate, et je ne suis pas le seul, que je constate aujourd'hui, c'est que il n'y a pas depuis un grand pays dans le monde, aucun, hein, les États-Unis, la Russie, la Chine, où vous voudrez, aucun grand pays n'a laissé sortir volontairement, involontairement, des informations montrant qu'il maîtrisait ce type de problème, soit dans des engins volants, je dirais, humains, pilotés, soit, parce que là, en plus, compte tenu des parcours erratiques de ces engins, ça peut être difficilement piloté parce que les gens mourraient sous les effets des 3G, enfin les G, pardon. Mais même là, quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit que même les fameux drones, tout à l'heure on évoquait les drones, aucun pays actuellement ne possède des drones qui ont ces caractéristiques et de très loin. Donc, à partir du moment où on a une réalité qui devient de plus en plus crédible, les films qui sont montrés dans le documentaire le prouvent. À partir du moment où on sait qu'il n'y a pas d'autres, là, on doit se poser des questions. Et les questions, on se les pose de deux manières. Moi, je me les suis posées, et pour moi, c'est ce qui est l'essentiel, si vous voulez, bien, au risque de décevoir certains, c'est d'essayer de comprendre les techniques ou les technologies qui permettent à ce type d'engin de fonctionner comme il le sent. Parce que il y a deux aspects. Quand tout à l'heure, il a été dit, les gens disent, les militaires vous disent dans les pays étrangers, c'est top secret. Évidemment, c'est top secret parce que tout le monde rêverait de découvrir une de ces technologies et de pouvoir l'utiliser pour des armes de guerre. Je vais vous donner un exemple. Les Russes développent actuellement, ont développé, parce qu'elle marche, hein, une torpille ultra rapide. On sait qu'elle ne fonctionne, elle est sous l'eau, mais elle va beaucoup plus vite que toutes les autres, mais à une vitesse, c'est des multiples hein, d'une vitesse normale. Pourquoi? Parce que alors, on pense que c'est parce qu'elle fonctionne dans l'air, c'est-à-dire que la torpille se crée pour des méthodes qu'on ignore, hein, de l'air autour, ce qui fait qu'elle progresse dans l'air et non pas dans l'eau, alors qu'elle est dans l'eau. Mais d'autres vous diront, c'est les plasmas dont on a évoqué tout à l'heure les caractéristiques. Si c'est ça, et si vous avez bien regardé, par exemple, l'exemple qui a été filmé, enfin le film qui a été fait par les avions américains, où on voit un engin qui rentre dans l'eau et qui en ressort. Si effectivement on arrivait à maîtriser ce problème du plasma, on peut faire des armes, là je parle en temps militaire, défense, on peut faire des armes terribles parce que personne d'autre ne serait capable de les arrêter. Et donc, d'où l'intérêt du secret défense, c'est-à-dire de dire, si jamais on trouve quelque chose, il faut le protéger. Le problème, c'est que pour le moment, tout le monde cherche et personne ne trouve. Hein? Et c'est valable aussi sur la gravitation, c'est valable sur les matériaux. Donc, il y a quantité de domaines dans lesquels aujourd'hui, hein, tout le monde sent qu'il y a quelque chose et que si on en trouvait des éléments, ça serait bénéfique pour les pays au niveau de leur défense. Et d'un autre côté, parce ça a été souvent dit et c'est une évidence, ça permettrait aussi de pouvoir imaginer, de maîtriser la défense par rapport à ce type d'engin, encore que, il faut bien dire que jusqu'à maintenant, tous les témoignages qu'il y a montrent qu'ils ne sont pas agressifs du tout. Donc de toute manière, on peut pas, ça serait une défense contre quelque chose qui, a priori, n'est pas agressif. Mais un militaire vous dira agressif, pas agressif plus exactement aujourd'hui, d'accord, mais on ne sait pas demain comment ça peut être. Donc, on a tout intérêt à se préparer à se défendre. Donc, il y a un problème de défense très important, un problème de progression technique très important, et derrière, effectivement, se dire, mais d'où ça vient? Alors là, c'est encore un troisième grand problème. Alors, mon autre question, c'était par rapport à la façon dont ces vidéos étaient divulguées, de la façon dont l'US Navy a communiqué et autres. Vous, en tant que fin spécialiste du renseignement, est-ce que vous avez été étonné par le process de la sortie de l'information ou est-ce que vous y avez vu quelque part des mécanismes qui peuvent être habituels en termes d'information, de désinformation? Quelle analyse vous avez eue, vous, sur la sortie de l'information? Il y en a deux, si vous voulez. Quand on lâche des informations comme celle-là, qui sont des informations quand même militaires, de défense, hein, où on voit des engins qu'on ne maîtrise pas,
sur le plan de la défense. Si on sort ça, il y a deux cas de figure. Ou bien c'est parce qu'on pense qu'on ne pourra pas empêcher que ça sorte et qu'il vaut mieux être celui qui a initié cette présentation plutôt que d'avouer plus tard qu'on l'a caché bêtement puisque tout le monde le sait. Donc ça, il y a indiscutablement, ça a dû jouer. Il y a trop de cas aujourd'hui, si vous voulez. Dans le documentaire, il est dit tous les 3 jours, il y a un incident. Bon, donc c'est pas un de temps en temps. À partir de ce moment-là, évidemment, ça sort. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas cacher tout le temps. Donc, il vaut mieux carrément dire, ben oui, ça existe. Alors après, effectivement, la deuxième question, c'est est-ce que s'ils en ont fait la promotion ou la publicité, si on peut dire, d'une certaine manière, est-ce que c'est pour nous préparer à dire, ben on est en train de faire un constat et voilà le constat. Parce que ça fait partie aussi des techniques classiques d'influence, comme on dit, c'est-à-dire de préparer les gens à une réalité qui va apparaître peu à peu. Et c'est vrai que dans ce cas précis, si on dit, si demain matin, imaginez qu'une commission, la commission américaine, par exemple, qui travaille actuellement, qui a travaillé sur ces problèmes, où il y en a forcément d'autres qui continuent à travailler dessus, eh bien, s'il y en avait une qui disait brutalement, eh bien, écoutez, on est maintenant certain, voilà, il y a quelque chose, c'est comme ça, on en a les preuves et voilà ce qu'on en tire, ben évidemment, ça créerait un choc qui sera diminué à partir du moment où on a commencé à dire, ben oui, il y a déjà quelque chose qui existe, maintenant on essaie de le comprendre. Hein, et bien sûr, il faut du temps pour ça. Mais le simple fait déjà de dire ça existe, c'est un premier pas. Alors, vous, en tant que spécialiste justement de l'intelligence économique, on pourrait s'attendre à ce que une compréhension du phénomène amènerait petit à petit les entreprises du privé à utiliser certaines technologies ou autres. Les choses auraient du mal à rester secrètes quand même longtemps, je pense. Ah bah oui, c'est pour ça il est indiscutable que ces technologies, si vous voulez, qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, en tout cas, il semble qu'on ne les maîtrise pas, ou on commence à les imaginer, mais on ne les maîtrise pas, révolutionnent complètement un certain nombre d'aspects dans nos approches, si vous voulez, dans nos approches techniques, dans nos approches de défense, dans nos approches, je dirais, technologiques aussi, parce que ça peut avoir un impact sur quantité de choses. Hein. Et donc, oui, c'est très intéressant d'essayer de progresser là-dessus. C'est pour ça qu'on peut, puisque le seul moyen de progression que nous avons pour le moment, c'est le recueil d'informations, de maximum d'informations, ensuite de les numériser, de les traiter de la manière la plus complète possible pour essayer de tirer des grandes lignes ou des enseignements, si vous voulez. Ce que font les équipes, comme on disait tout à l'heure, avec Sigma, le GEPAN et d'autres, ou aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs, tout le monde essaie. Le problème, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, pour les raisons dont je vous parlais, de secret défense, je dirais, de secret de défense, eh bien, il y a effectivement une insuffisance d'échange entre les uns et les autres, alors que probablement, si on mettait tout ensemble ce qui a été observé techniquement de fiable, hein, par les uns et par les autres, il y a probablement quelques trucs qu'on commencerait à voir apparaître. Ouais. Mais ça montre bien que ça concerne, enfin, qu'aujourd'hui, on met ça sous le sceau de la défense nationale et qu'il est difficile de communiquer avec les autres pays sur ces observations. Ouais. Absolument. Nous sommes dans un domaine qui est de défense nationale, puisqu'il s'agit de la défense spatiale. Si on considère, on est en train d'en parler en disant, bon, c'est intéressant, c'est technique, il y a plein de choses. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire, mais c'est un danger colossal, ces gens-là peuvent nous attaquer. Dans le documentaire, il y a une partie où on raconte l'histoire de la neutralisation des missiles. Ouais, avec Robert Salas. Des systèmes de défense américains à base de Polaris. Pensez bien que pour les militaires qui sont chargés de la défense, de la sécurité d'un pays, c'est un cauchemar absolu de vous dire qu'il y a un engin qui arrive ou plusieurs engins qui arrivent, qui se mettent en stationnaire ou qui brutalement se déplacent dans tous les sens et qui sont capables de bloquer, du fait d'émissions, d'ondes, d'aller savoir ce que c'est, d'aurore boréale ou ce que enfin de techniques, si vous voulez, multiples et variées, qui sont capables de bloquer complètement le système de défense. Mais c'est un cauchemar.
Donc, vous Alors, voyez, donc on est bien dans un domaine où c'est extrêmement pointu, en définitive. Mais bien entendu, et c'est pour ça que moi je m'y intéresse, on ne peut pas passer à côté, ou alors c'est qu'on est vraiment, on n'a rien compris. ouais, effectivement. Il faut Alors, s'y intéresser. c'est C'est vrai une que nécessité de s'y intéresser aujourd'hui. Il faut bah, arrêter de rêver, quoi. Il faut être sérieux et dire oui, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est prouvé, il y a des faits qui sont prouvés, regardons ça de très près parce que ça peut avoir des conséquences, positives ou négatives. positive ou négative. On a vu en France d'ailleurs, sur la période fin 2014, début 2015, cette vague de survol des centrales nucléaires qu'on a appelé les Drovni à l'époque, c'est l'ingénieur Claude Lavat qui avait trouvé ce nom. Et c'est vrai que le grand public a été informé de ces survols, mais on n'a jamais vraiment pu savoir quelle avait été l'origine des survols, leurs objectifs. Mais enfin, ça survolait quand même des centrales nucléaires, donc c'est quand même, c'est un côté inquiétant. Oui, mais à l'époque, si vous vous en souvenez, à l'époque, les gens pensaient plutôt, ils disaient, ça doit être des U-2 américains ou l'équivalent russe ou des engins chinois ou allez savoir quoi. Enfin, les gens avaient du mal à l'époque, encore, il faut indiscutablement, je l'écoutais tout à l'heure, Monsieur Bescon, quand il expliquait depuis le temps qu'ils ont fait des études là-dessus, c'est vrai que pendant très longtemps, les gens avaient du mal intellectuellement à simplement l'admettre. Il y avait un déni, si vous voulez, total, en disant c'est pas possible. Donc, on ne veut pas y penser. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. On sait que ça existe, qu'il y a des cas indiscutables, hein, avec des gens extrêmement sérieux, il y a des films, il y a tout ce qu'on veut. Donc maintenant, le problème, c'est, est-ce qu'on peut aller plus loin pour comprendre? Tout le problème d'aujourd'hui, c'est comprendre. Alors, Monsieur Juillet, effectivement, Monsieur Vaillant soulevait un point. Vous, de votre ressenti aujourd'hui au niveau des autorités militaires, mais de façon plus large au niveau des autorités politiques, puisqu'on sait que il sera difficile d'engager des moyens financiers s'il n'y a pas une volonté politique. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les autorités militaires ou politiques se penchent assez sur la question où il y a quand même ce parfum de farfelu, de choses non existantes ou en tout cas pas dangereuses qui fait que la recherche peut être entravée à cause de ça? Je crois qu'il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, on s'aperçoit, et on le s'aperçoit actuellement avec les nouvelles armes qui sont en train de sortir au niveau mondial, ceux qui développent des armes nouvelles devant lesquelles on ne sait pas répondre, ce sont ceux qui arrivent à développer des armes qui ne sont pas dans le flot général ou dans les développements généraux. C'est-à-dire que ce sont ceux qu'on trouve dans les coins de la boîte, hein, ou mieux, comme disent les Américains, out of the box. C'est-à-dire qu'on sort du schéma scientifique dans lequel on est, hein, et qui font que les études, on les a cadrées, on les fait dans un certain sens. On sort de ça parce que quelqu'un voit ou sait qu'il y a quelque chose et qu'on peut l'utiliser. C'est mon histoire de la torpille, la torpille, je dirais, entre parenthèses, avec plasma, hein, au plasma. Mais il y en a d'autres, si vous voulez. Et à chaque fois qu'on progresse, il faut bien voir que chaque fois que la science progresse, elle découvre de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Regardez aujourd'hui les missiles hypersoniques, par exemple, qui sont en train de poser un vrai problème aux défenses dans les différents pays du monde. Les missiles hypersoniques, c'est des missiles qui vont beaucoup plus vite que les missiles classiques quand ils retombent sur Terre, et du même coup, qui présentent un problème parce qu'on ne sait pas les intercepter. Vous voyez? Bon, eh bien, cette histoire-là, ça veut dire qu'on est arrivé à maîtriser la technologie, hein, pour faire des missiles hypersoniques et probablement d'ailleurs avec des moteurs nucléaires. Bon, donc là encore, on est dans des choses qui sont totalement nouvelles. Et toutes les paramètres changent. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons, dans tous les grands pays, il y a des chercheurs qui sont capables de faire ce type d'imagination. Et donc de concevoir de nouveaux systèmes. Mais pour ça, il faut qu'on puisse les laisser faire. Et c'est vrai que dans la science classique, ça ne se passe pas comme ça, parce que celui qui n'est pas dans le moule, hein, il est mal considéré. Hein. C'est très rare, des gens comme l'astronome, le président de l'Institut astronomique d'Harvard, par exemple, c'est très rare des gens qui sont capables de se projeter plus loin. Il y en a, hein, heureusement, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que le système se charge de les empêcher. C'est un petit peu ça. Vous parlez d'Avilob, c'est ça? Qu'on voit dans le documentaire. Oui, je peux vous dire, pour avoir suivi ça de près, que
ça a été très compliqué pour lui quand même, hein, alors qu'il soulevait qu'une hypothèse. Hein, c'était absolument exactement. Mais justement, mais le fait de pouvoir, l'astuce ou l'intérêt, c'est de pouvoir soulever les hypothèses. Parce que sur une hypothèse qui est soulevée, des chercheurs sont capables de trouver des réponses. Or c'est ça. Et dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau des objets volants non identifiés, hein, il est certain que derrière, on trouvera des choses. Moi, je dis toujours que, enfin, personnellement, je pense que la physique quantique, qui va complètement changer les règles du jeu par rapport à la physique atomique qu'on a connue jusqu'à maintenant, la physique quantique va nous permettre probablement de comprendre un certain nombre de choses que nous sommes incapables de comprendre aujourd'hui. Bon. Je pense que ça va nous aider dans ce type de problème. Hein? Mais, ceci dit, je le pense, mais je ne suis pas un scientifique. Donc moi, ce que je fais, c'est compiler des informations qui viennent de partout et essayer de trouver un chemin qui soit à peu près crédible. C'est ça. Enfin, pour vous paraphraser, celui qui gagne, c'est celui qui est quand même le mieux informé. C'est pas moi qui vais vous le dire, mais c'est une évidence. Mais vous l'avez dit déjà. C'est indispensable. Et c'est pour ça que je vous disais, en ce qui concerne ce dont nous parlons ce soir, il est évident que plus on peut recueillir d'informations, plus on peut les traiter avec un modèle qui les regroupe toutes. Hein, et là, bravo le numérique, si vous voulez. Hein, plus on peut réfléchir ensemble à trouver des solutions à partir de là, et on s'apercevra que oui, on va avoir des véritables réponses. En tout cas, vous savez, quand on commence à dérouler la pelote de laine, dès qu'on commence à en avoir un petit bout, on remonte. Hein. C'est la force de l'homme d'aller de l'avant. Hein. Alors, il y avait une question, effectivement, qui peut peut-être intéresser Monsieur Juillet, c'est sur la création de la Space Force. La création de la Space Force par le président Trump, c'est-à-dire une force militaire vraiment orientée sur les problématiques spatiales. C'est quelque chose que vous avez suivi. Alors, je sais que la France aussi et l'Europe va s'y mettre aussi. Ça peut être aussi un élément d'intelligence économique qui se développe aussi, puisqu'un satellite peut aussi capter des conversations, on va dire, économiques. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette approche spatiale, si vous voulez, c'est qu'en définitive, on ajoute une quatrième dimension. Puisque les militaires étaient dans l'air, la terre, hein, et la mer, et maintenant on ajoute le spatial. Et peut-être que dans le futur, on ajoutera une cinquième dimension. Si la science et la technologie nous permettent d'y arriver, en particulier par le quantique. Donc je crois que ce qui est très intéressant, justement, c'est de voir que le spatial est devenu une dimension nouvelle et qu'on est obligé d'intégrer. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on commence à s'intéresser à des phénomènes comme ceux dont nous parlons ce soir. Hein, on voit bien que il y a des domaines nouveaux. Il y a 20 ans, en 1960, avant le lancement des premières fusées spatiales, je dirais, hein, avant les premiers satellites tournant autour de la Terre, jamais personne n'aurait parlé de spatial. On parlait des V2, mais les V2, c'était autre chose. Hein. On n'avait aucune notion de ça. Aujourd'hui, le spatial est considéré sur le plan militaire comme quelque chose de tout à fait normal. On est en train de parler d'envoyer des gens sur Mars, de faire des stations sur la Lune. Enfin, il y a qu'à voir tous les projets de tous les grands pays, les Chinois, les Russes, les Américains et les autres. Donc, on voit bien c'est une nouvelle dimension qui est donnée. À partir de là, il faut bien admettre qu'avec le progrès, avec la science, on peut aller de plus en plus loin. Et dans ce cadre-là, toutes les informations qu'on a peuvent nous permettre effectivement de découvrir dans le spatial des éléments que jusqu'à maintenant nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas, et qui peuvent nous amener dans le futur à ouvrir d'autres dimensions.